La rue est déserte. Cette heure-là, assez fidèle. Ils se tiennent debout, le dos collé au mur de la gare du chemin de fer. Alignés comme pour une cérémonie religieuse. Raides. Silencieux. Comme devant un peloton d'exécution. Ils ne se regardent pas. Ils ont les yeux braqués devant eux. Ils balayent la rue du regard d'un air farouche, mais leur tête reste immobile. Seuls les globes oculaires s'agitent fébrilement dans leur cavité, à l'affût du moindre mouvement sur l'avenue. Une voiture qui passe, le bus qui dessert la gare, un taxi, ou le vélo d'un immigré qui travaille de nuit. Le rythme intérieur de la rue, ils le connaissent bien. L'autobus passe toutes les demi-heures. Le responsable du trafic passe la main à son collègue à 4h30 du matin. Les femmes de ménage arrivent avec la voiture de service peu avant l'eau. Quelques minutes plus tard, c'est la distribution des journaux, les livraisons au magasin, la police qui fait sa ronde dans la gare, les balayeurs, le personnel d'accueil de l'hôtel d'en face, les alcooliques, les junkies, chacun à son heure, son itinéraire, sa façon de marcher, son rythme. Les trajets des passants anonymes sont définis eux aussi par la routine et la répétition. Pour eux, c'est la même chose. Chacun a sa propre place le long du mur, son heure d'arrivée et sa manière de se tenir. Si l'un de tarde ou manque à l'appel, l'emplacement reste vide. Non qu'ils aient convenu d'un code et y obéissent, mais par la force de l'habitude et d'une hiérarchie implicite. Pour certains, ça fait des années qu'ils se postent là. Pour d'autres, c'est récent. L'origine géographique compte aussi. Mais c'est surtout l'ancienneté qui détermine l'emplacement le long du mur. C'est l'hiver. Ils ont les jambes serrées, leurs cuisses se touchent. L'air glacé enveloppe les corps et ils ne font qu'un avec l'enceinte de la gare. On dirait des statues. Et si l'on distinguait leur souffle dans la nuit, on pourrait les prendre pour des statues de pierre. Il est là-bas en face, tiens. On y va. Te dégonfle pas, c'est juste un enfoiré. Il a une caméra, non? Qu'est-ce que tu me parles de caméra, du con? On y va, il est tout seul, je te dis. Ok, vieux, avance. Un seul coup et c'est bon, tu te dégonfles pas. Voilà. Ils connaissent si bien le rythme de la nuit que leur attention se porte uniquement sur les petits événements qui sortent de la routine. Le passager qui interrompt sa marche pour les observer.
les tenir en alerte. Si aucun événement ne survient, alors de nouveau le silence enveloppe tout. Mais si quelqu'un s'approche tout près de la gare, les corps se raidissent, les yeux se lèvent et les poings se serrent, mais toujours en silence. Mais qu'est-ce que tu fous là? Hein? Mais parle ta mère t'a bien appris à parler, enfoiré. Regarde-le, il a l'air de dormir là. Ils sont où, les autres? T'es tout seul à avoir dormi là, par terre? Tout à l'heure, il y en avait plein. Ils sont partis où, tes petits copains? C'est ça, colle-toi au mur, macaque. Comme si t'allais passer à travers. Enfoiré. Oh, regarde-moi cet enfoiré, il tremble de trouille. Eh Ben Laden. Ah, tu vas pas te chier dessus et te les saloper là, t'entends? Tu vas le payer si tu salopes toi avec ta merde, hein? Putain, ils ont foutu le camp, les autres. Ils ont laissé que ce petit pygmée là. Tu paies rien pour attendre. Ah, c'est des bêtes, je te dis. Dans leur pays, ils vivent dans des étables. Et ils sont venus chez nous pour voir comment ça vit, animal. Ils nous ont envahis, mon vieux. Ils sont partout, ces faces de singes, putain. Il est rare que les clients viennent à pied. En général, une voiture s'approche, elle roule moins vite que les autres, elle s'arrête, et le conducteur les regarde droit dans les yeux. Les premières secondes, il ne manifeste aucun signe. C'est juste la phase d'évaluation. Mais si ça se prolonge, alors l'évaluation laisse place à l'invitation. Nul mot échangé. Aucun signe de connivence. Rien d'explicite. La rémunération est fixée par le conducteur. Tout passe par le regard. Et la transaction n'a qu'une réponse. Oui ou non. L'immigré a quelques secondes pour décider. Soit il acquiesce, soit plus rarement il refuse. La plupart du temps, il se contente de faire un pas en avant. Il ouvre lui-même la portière et se glisse rapidement sur le siège arrière. Il a peu le loisir de refuser. Décliner éventuellement la proposition implique que la voiture en question ne s'arrêtera plus devant lui. Ceux qui viennent d'arriver à la gare ne mettent pas longtemps à la prendre. La voiture est repartie. Les autres places vacantes. Une place, parfois plusieurs. Les rangs ne se resserrent pas après le départ de la voiture. L'emplacement de ceux qui ont été choisis reste vide. En général, ceux qui sélectionnent savent qui est placé. Ou quelqu'un peut leur avoir recommandé tel ou tel en particulier. Et ainsi, les endroits vacants leur permettent de repérer facilement si celui qui les intéresse est disponible. Eh oh, dis donc, tu vas où comme ça, camarade? Qu'est-ce que tu fabriques? Tu veux partir? You understand me? Hablas francés? Ouais, nous, on est tes copains, tu vois. Tu vas pas nous laisser tout seuls comme ça, hein? Et tu veux aller retrouver tes compatriotes de merde? C'est quoi le problème? Tu veux foutre le camp? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu veux partir, ça te plaît pas ici? On est venu pour te tenir compagnie, pour pas que tu dormes tout seul le soir. Et même que ça peut être dangereux, non? Ah ben ouais, tu vois, parce que, en plus, t'es pas d'ici. Et tu peux te faire repérer et qu'on t'embête. Nous, on est là pour ton bien, hein? Ouais, camarade, faut pas que t'aies peur de nous. On est avec toi. Et, comme dirait l'autre, tu te méprends sur nos intentions. Oui, c'est ça, comme dirait l'autre. Tu vas pas nous prendre pour ce saligot de ton pays, hein? On va t'expliquer. Ouais, camarade, on t'aime bien, arrête de trembler comme ça, on va être bien tous les trois ici. À la gare, ce sont uniquement des hommes qui sont alignés contre le mur. Chacun pour soi, un étrange individualisme rallie entre eux. Il en a toujours été ainsi. Abattus par la solitude et épuisés par le désespoir, ils viennent de toute la ville. On les trouve aussi en d'autres endroits. À la sortie des autoroutes, dans certains coins de banlieue,
à attendre. Leur seul contact avec le monde est leur téléphone portable. Appelle pour en faire venir un de la bande, on va pas être que nous là. Pourquoi t'as la trouille? Tu vois? La trouille? De quoi? De cette merde? Eh ben alors, on a besoin de personne d'autre. N'aie pas peur, on va les niquer. Ils se meurent sans bruit dans la vie. Ils aiment les murs, ils enfoncent leurs pas profondément sur les trottoirs. Leurs épaules se frottent presque aux immeubles. Leur allure est toujours rapide. Dans la rue, pas de mots inutiles, ni de promenade, pas de temps à perdre. Ils se transportent en ligne droite, parmi les endroits qu'ils connaissent, et c'est tout. Toujours le même trajet, comme s'ils s'étaient montés sur des rails. Le regard toujours braqué droit devant eux. Il n'y a qu'au carrefour qu'ils gestent un regard furtif par-dessus leur épaule, comme pour se justifier, avant de changer de trottoir. Je le plante un bon coup dans le bide. T'entends, sac à merde? Tu vas voir la branlée là. Oh, vas-y, plante-le-lui dans le bide à cet enfoiré. Vas-y, tiens-le l'enfoiré de sa mère. Oh, dans le bide, allez. Tiens-le ce pédé là. Oh, vers le haut, déchire-lui le bide à ce connard. Vas-y, tiens-le. Retourne-lui le couteau dans le bide à cet enfoiré. Allez, prends-toi ça, connard. Prends ça, sale pédé. Ouais, je t'ai niqué. Ah, je t'ai niqué, pédé, je t'ai niqué. Prends-toi ça. Prends ça. Et ça, putain. Ah, je l'ai niqué, l'enfoiré. Prends-toi ça. Il va, putain, dégage, les grouilles. Le bruit du corps qui tombe à terre, sans défense, n'a rien à voir avec son poids. Les corps sont égaux dans la chute. Les bras se relâchent et s'affaissent sans résistance. Les jambes semblent se briser sur le pavé avec un bruit sec. Un fugitif accord des membres qui s'en remettent à la pesanteur et puis le silence absolu. L'immobilité absolue. Le corps sans défense qui reste là, dans une position irrévocable, tantôt dans une posture bizarre, comme un pantin désarticulé, mais tantôt dans une posture naturelle et familière, comme si le corps avait choisi de s'installer confortablement avant de se livrer. Je le bute, mon vieux, je le bute! Ouais, vieux, on l'a buté. Il est foutu, on l'a fini là! Allez, c'est bon, un mois. Buté. On l'a buté. Ainsi, à la invocation, la colère se déploie. Rien ne peut l'apaiser. C'est une colère sans but précis. Pas une colère d'espoir, mais une colère utile. C'est une colère aveugle, paroxystique et lâche. C'est pas de l'indignation, c'est du dégoût. C'est du désespoir. Une colère qui tue celui-là même qui est en colère.
Ma puce, je vais en faire de la charpie. N'aie pas peur. Mets le papier. Enfonce-le, le salaud. Je me sens saisie d'une colère inimaginable. Une rage. C'est terrible ce qui se passe entre nous ces derniers temps. Rage, haine, violence larvée. Il règne une tension permanente. La moindre chose devient une arme. Le silence, le bruit, les odeurs, ne serait-ce que les distances entre nous. Ça va finir en pugilat. Je n'attends que le premier prétexte. Je veux lui en coller une. Je veux lui en coller une. Pierre a interdit à tout le monde les mails personnels. Prendre une pause pour aller se soulager qui était un droit et maintenant un privilège qui dépend de son bon vouloir. Depuis 3 jours, il nous interdit d'aller aux toilettes sur notre temps de travail. Nous avons même interdiction de quitter notre poste. Il a le regard d'un fou. J'essaie de ne pas le regarder en face. Je les ai entendus dire qu'ils voulaient installer un genre de mitard dans la réserve. L'air devient putride. On nous laisse même pas ouvrir la fenêtre. J'en peux plus d'être ici. Pierre est tyrannique. Il ne supporte pas qu'on lui tienne tête. Il ne laisse aucune marge de manœuvre à personne. Il espionne le moindre de nos mouvements. Il a dit que si je voulais choisir mon jour de repos, je devais faire des heures supplémentaires. Non payées, évidemment. C'est totalement illégal, cette exigence. Putain, je sais plus où j'ai la tête. Faut que je m'en aille d'ici, j'en peux plus, je vais craquer. Parfaitement, c'est exactement ce qu'il a fait. Et en plus, en me plaquant le dos contre le mur. Ah donc n'importe quoi, c'est complètement faux. J'écoute ce que vous avez à dire tous les deux. Et puis, il a voulu me mettre la main entre les cuisses. Ah donc n'importe quoi, la salope. Et après, il a dit que si je pouvais dire adieu à mon jour de repos. N'importe quoi, n'importe quoi, cette putain de salope. Je les ai touchés. Calmez-vous. Il pendait comme un cerf et il me poussait contre le mur. N'écoutez pas cette salope, je vais buter le bouillasse. Il disait qu'il ferait de moi ce qu'il voulait, que c'est lui qui a le pouvoir. Moi, n'importe quoi. Quand est-ce que j'ai fait ça? Ne l'écoutez pas. Vous écoutez cette merde. Mais j'ai fait un pot pour Milan. C'est bon. Ça recommence. J'étouffe. Je me traîne au sens propre du bureau à la cafétéria, puis retour. C'est tout. Navrant. Un tunnel sinistre. C'est la seule pause autorisée ici, entre 4 parois de verre. Aujourd'hui, il a sorti une nouvelle règle. Une fois par jour, on doit se lever, rester debout plusieurs minutes, en rang et en silence, avec le casque sur la tête. Et c'est la seule façon de faire circuler un peu le sang dans les extrémités de nos membres qui s'engourdissent, à force que nous restions assis. Il a même décidé dans quel ordre on doit se lever. C'est moi qui vais commencer. On n'a droit qu'à une seule pause. Nous sommes tous en piteux état. Nous n'avons aucun droit. Nous en sommes réduits à donner aux clients des réponses toutes faites, comme des esclaves. Le travail dans un call center ressemble à un camp où robots assis. Nous-mêmes, nous nous mettons à penser comme des robots, avec ces phrases toutes faites. De vraies machines. Ça devient presque effrayant au fil des jours. On finit par devenir parano à force de ne pas fonctionner comme les gens normaux. Nous sommes de plus en plus durs les uns avec les autres. Nous bouillons intérieurement. Depuis le début, je mets mes affaires sous clé dans l'armoire. Chacun a le droit de garder 3 objets personnels avec soi. J'ai pas voulu que les autres voient ce que je prenais. Pierre est incroyablement dur et rusé. Le chef de service idéal. Il est foncièrement convaincu qu'il dispose d'un pouvoir sans borne. Le fait que derrière les portes blindées du call center, il y a la ville, la vraie, avec des vrais gens, est une chose inconcevable à ses yeux. Pour lui, le lieu de travail est devenu une seconde réalité, vraiment.
téléphone sur le balcon. Pierre n'hésiterait pas à le tuer, et je me dis que dans ce cas, l'entreprise le couvrirait. Voilà le degré de paranoïa où nous en sommes arrivés. Je ne peux rien faire, Pierre. Tu te fous de moi? Tout ça, c'est des racontables dégueulasses. Je t'ai dit, je ne peux rien faire. Mais tu n'as pas cru à ce qu'elle a dit ici? Entre nous, ah, tu me vois aller toucher sa putain de chatte? Mon vieux, elle te tient. Qui cette casse? Je vais lui faire la peau, putain. Si elle pose plainte pour harcèlement, je peux rien faire. Qu'est-ce que tu dis? Mais tu vas me rendre dingue, toi aussi, tu la crois? Elle raconte n'importe quoi, cette poufiasse. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle a porté plainte. Qu'elle mente ou non, je vais devoir faire un rapport. Mais t'es dingue. Tu sais pas qui t'a affaire. Ça va être le bordel ici si tu laisses faire ça. Écrase-lui la gueule et fais-en Napoli et qu'on en finisse avec tous ces fils de pute. Je t'ai dit, je ne peux rien faire. Putain, tu vas m'entuber toi aussi, c'est ça? Avec ce qu'elle raconte, la salope, tu vas me baiser. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, Pierre. Fin du sujet. Mais regardez-moi cette pédale. Ça suffit, Pierre, stop. Je vais vous baiser, moi. Je vais vous baiser. Ça suffit. J'ai dit stop. Nous nous aurons dit que pour que notre contrat soit renouvelé, nous devions être toujours serviables, compréhensifs et surtout ne rien dire. Ce qui se passe ici ressemble à un film d'horreur. J'ai la tête en compote. Le règlement est une enveloppe vide. Les regards, la façon de parler, les gestes furtifs, les petits arrangements avec les avantages et les privilèges, tout ça fait frémir. Aujourd'hui, on nous a annoncé que dorénavant, nous utiliserons des numéros plutôt que des noms. Moi, je suis le 109. Personne n'a compris pourquoi ils ont choisi ces numéros-là. Simone est le 98, Constance le 76, Anne le 1205, Nicole le 7. Pierre a été licencié. Nous sommes enfermés 10 heures par jour dans le call center. Dans une salle sous surveillance. Fenêtres fermées, ventilation minimale, lumière allumée en permanence et température fixe. Rien qui puisse être considéré comme inacceptable en soi, insupportable ou moins convenant. En réalité, jour après jour, nous devenons fous. Je ne tolérerai pas une seconde fois un trouble de ce genre. Comment ça? L'épisode Pierre est terminé, point. Fin du sujet. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? Pierre n'est plus ici. L'affaire est close. Oui, monsieur le directeur, mais ça n'a pas de rapport. Tu l'ouvres une seule fois et c'est la porte. Vous voulez dire que c'est ma faute maintenant? J'ai l'impression que tu n'as pas compris. L'affaire est close, tu l'ouvres une seule fois et c'est la porte. Comment ça, je l'ouvre? Une seule fois et c'est la porte. Maintenant, retourne à ton poste. Moi, je ne suis pas Pierre. Notre colère, nous y faisons face seuls, chacun pour soi. Elle s'accumule et nous rend fous. Nous
Depuis le début, il me lâche pas des yeux. Écoute, c'est juste un mot. Je vais me le faire. Si jamais je le chope, je me le fais. Il va cracher de sa mère. L'expertise établit clairement que l'arme a été sortie de son étui pour des raisons tout à fait légitimes. Le coup est parti par hasard. En cette circonstance, il n'y a pas eu meurtre. Un petit groupe s'est détaché du défilé tandis que la police suivait le cortège de près. Les premiers dégâts se sont produits vers 18h15. Il s'agissait de vitrines brisées et d'actes de vandalisme sur les distributeurs automatiques de billets. Peu après, il y a eu des tirs de cocktails Molotov contre les forces de l'ordre. Tous à gauche. Viens voir si t'en as dans le ventre, enfoiré. Laisse-le donc, viens le mettre à gauche. Ouais, je vais te foutre la matraque dans le cul, tu vas voir. Tu t'en souviendras, coco de mes deux. À 19h, le gros de la manifestation s'était dispersé. Il ne restait que quelques groupes isolés et coupés les uns des autres dans les petites rues alentours. Aucun piéton n'était à signaler. Les rues étaient calmes. L'ordre qui a été donné était clair. La victime se trouvait dans le groupe des manifestants bloqués par les escadrons de CRS. J'en ai plein d'autres, tes insultes, fils de pute. Qu'est-ce qu'ils disent, ces connards? Je vais te baiser, tu vas voir, je vais te baiser, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est moi que tu traites de porc, fils de pute. Je vais te buter. Qu'est-ce que tu fais pour t'en range-moi ça? Je vais te buter, je te dis. Mais range-toi, t'es devenu dingue. Je vais le cogner, cet enfoiré, il va arrêter de se foutre de ma gueule, je vais le cogner. Mais t'es malade. Ouais, ils se foutent de notre gueule, tous ces cocos de merde, je vais le cogner. Mais qu'est-ce que tu racontes? Roche le flingue. Regarde ce connard, je vais t'en cogner une dans le cul, ouais. Laisse ça. Je suis pas capable, c'est ça. Laisse tomber. Tu vas voir si j'ai pas de couilles, je vais le niquer, tu piges. Je vais le niquer. Arrête, vieux. Va te faire foutre. Allez tous vous faire foutre. Je vais le niquer, cet enfoiré. Ouais, je vais te niquer. Range le flingue, putain. Je vais l'allonger, ce pédé. Au fur et à mesure que passent les années, la colère grandit. Elle se transmet, tel un héritage sacré, des parents aux enfants, et elle s'accroît d'une génération à l'autre. Un vœu, un seul, amer comme un remords. Mets-toi en colère. Garde ta colère tout près de toi. Ne l'oublie pas. Elle, au moins, elle est un bien inaliénable. C'était un enfant facile et tranquille. Exceptionnel.
exceptionnellement doué. C'était l'un des bons élèves de sa classe. Le meilleur, toutefois, il était un peu paresseux. Puis il a ouvert grand les fenêtres. L'instant d'après, les papiers qu'il avait rassemblés se tordaient dans des flammes. Et la pièce s'embrasait d'une lueur rouge tremblotante. Une fumée noire transparente ondoyait en frémissant gracieusement dans le plafond. Le garçon avait les pupilles dilatées. La chaleur lui rougissait les joues et l'air chaud qui lui asséchait la bouche lui coupait la respiration. Il était en larmes. Une expression énigmatique sur le visage. Perdu. Il est sorti sur le balcon, il s'est bien balancé dans la rue les papiers en feu qui se répandaient dans les airs comme de magnifiques bouquets de flammes. Les uns s'éteignaient avant d'atteindre le sol, d'autres tombaient dans la rue dans un déchaînement de flamèches. C'était par une après-midi morne et pluvieuse. Les nuages masquaient un soleil timide et l'odeur du feu faisait bon ménage avec le sol de l'eau. Ce parfum laissait présager la douceur de l'automne de famille. Un attroupement de passants et de voisins s'est formé. Ils regardaient, perplexes, l'étrange spectacle de ce jeune garçon qui jetait des poignées de flammes dans les airs et lui criait d'arrêter, lui demandait où était sa mère. Le jeune garçon restait immobile devant la balustrade, montant la lumière dorée qui peignait les murs. Il se sentait saisi d'un déferlement de fureur qui l'irradiait. Les gens restaient tous le regard fixé sur lui, ahuri, sans voix. Lui était impassible, les bras ouverts comme des ailes. Le vent de l'après-midi caressait son visage, une lumière dorée illuminait ses traits, tandis que sa tête était couronnée d'une épaisse auréole de fumée noire. Tu les aimes bien, tes parents? Oui. Tu aimes autant ton père que ta mère? Oui. Tu me parles un peu d'hier? Tu as compris ce qui s'est passé? Tu as compris ce que tu as fait hier après-midi? Oui. Est-ce que tu savais que le feu allait faire autant de dégâts? Toi et moi, on peut parler. On est entre nous. Je n'ai pas l'intention de te conduire. Ce qu'on se dira, ça ne sortira pas d'ici. Alors dis-moi, tu es en colère contre quelqu'un? Ton père t'a embêté?
Ta mère? Non. Moi non plus, tu ne dis pas grand-chose, ok? Tu as des copains? Et si on parlait à quelqu'un d'autre de ce qui s'est passé? Ça t'embêterait qu'ils soient au courant à l'école? On laisse ça de côté. Mais dis-moi, on pourrait proposer à ta maman et à ton papa de venir ici pour qu'on en parle tous ensemble. Non! Ah, voilà, tu as retrouvé ta langue. Je veux pas les voir. Tu leur en veux pour quelque chose. Eux aussi, ils sont malheureux de ce qui s'est passé, tu sais ça? Je m'en fiche. Et ils essaient de savoir, de comprendre pourquoi tu as fait ça. Dis-moi, ça ne t'aurait pas embêté que le feu se propage et détruise votre maison? Alors, réponds! Non. Tu n'aimes pas ce qu'il y a chez toi? Je m'en fiche. Pourtant, tes parents font tout ce qu'ils peuvent pour te donner ce que tu veux. Je m'en fiche de... Qui ça dit? De tes jouets? Tu t'en fiches de tes jouets? De aussi, je m'en fiche. Et il y a d'autres choses dont tu te fiches? Je m'en fiche. J'ai rien à perdre, je m'en fiche. C'est pas gentil ça de s'en ficher de ses parents, hein? Je m'en fiche. Ces derniers temps, un rêve revient constamment le torturer dans son sommeil. Il est sorti faire une promenade avec ses parents pour aller voir les affiches dans les rues. Il a mis son manteau de couleur sombre et son écharpe, sauf que dans le rêve, son écharpe est rouge. Au début, il est heureux. Il marche allègrement comme si son corps était dépourvu de poids. Le vent froid qui sent bon le pain frappe son visage. Il marche, main dans la main tous les trois, lui au milieu, dans un endroit inconnu, abrité par le feuillage des arbres. Il n'a jamais été aussi heureux que dans ce rêve. Il se promène insouciant, il se sent beau, comme jamais. Et surtout, lui n'a peur de rien. Et à chaque fois, au même moment dans le rêve, il a une sensation tout à fait étrange. Et puis, c'est la colère qu'il connaît bien qui revient. Rien ne justifie cette colère. C'est une rage inexpliquée, familière. Alors il lâche la main de ses parents, il accélère le pas. Mais il remarque qu'à chaque enjambée, il laisse derrière lui le vide, le chaos. Les rues, les maisons, les pins, le ciel, tout disparaît à son passage. Une gigantesque muraille noire le suit continuellement. Un écran d'inexistence qui s'étend à l'infini. Comme si c'était lui désormais. Et lui seul, la cause de l'effacement de l'univers. Et plus il court, plus le gouffre qui l'accompagne fait disparaître la création.
et le rêve lui-même. Car derrière elle ne subsistent que les ténèbres absolues. Quand il voit que ce gouffre noir le suit, il court frénétiquement à l'intérieur de son rêve le plus vite qu'il peut, mais la seule chose qu'il parvient à faire, c'est d'entraîner sur son passage de plus en plus vite l'univers dans l'abîme. Il s'arrête quelques instants. Il se rend compte que s'il continue, il va condamner toute la création à l'anéantissement. Il revient sur ses pas et il affronte le chaos en face. Le vide qu'il a créé. Devant lui s'étend le néant. Alors, dans une sensation de rage puissante, il avance d'un dernier pas et il plonge dans le vide. Et il fait tout disparaître derrière lui. Deux flots d'inexistence s'affrontent pour s'unir dans les pures ténèbres du néant. Est-ce que les enfants ne doivent pas se soucier de leurs parents? Non? Eux aussi. Comment ça, eux aussi? Rien. J'ai compris. Tu veux m'en dire un petit peu plus? Je pense qu'ils font pas attention à toi. C'est pour ça que tu as mis le feu. Si c'est pour ça, c'était pas le meilleur moyen, voilà. Il n'aurait pas mieux valu leur parler. Tu penses qu'ils t'écouteraient pas si tu leur parlais? Non. T'as essayé? Je l'ai fait venir ici pour qu'on en parle tous les quatre. Non! Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on va faire d'après toi? On en reste là, on passe à autre chose. Je sais pas. On en reste là, on fait comme si c'était rien passé. Oui. Non? Ce n'est pas possible que tu l'as fait, tu comprends ça, non? Je sais pas. Me dis pas, je ne sais pas, alors que tu sais parfaitement ce que tu as fait. Oui. Ah, très bien. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça? On fait venir tes parents pour leur poser la question à eux aussi? Mais ça, tu n'en veux pas vrai? Non. Alors maintenant, tu vas me dire. Dire quoi? Ce que tu avais en tête, ce que tu voulais en mettant le feu. Tu es grand maintenant, tu es responsable de tes actes, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Et on regarde là, comme ça on ne fait rien. Pourquoi je vais pas me fâcher? Je sais pas. Ce n'est pas une bonne réponse. On le sait bien tous. Si tu ne collabores pas avec moi, tu ne vas pas t'en tirer si facilement. Je commence à en avoir par-dessus la tête de toi, je tiens à te le dire.
attendrai le moment venu. Réfléchis à ce que tu as fait. Tu ne vas pas te débarrasser de moi aussi facilement, mais tu as bien ça dans la tête. Ça se passe pas comme tu le crois ici. Il est difficile de contrôler la colère. Tout le monde sait ça. C'est la raison pour laquelle la colère est la méthode de victimisation la plus radicale. C'est peut-être pas un hasard si en grec les mots colère et victime sont si proches. Parce que la colère engendre sa victime avant d'éclater, avec la peur, le besoin d'apaisement, la menace. En sorte que la violence n'a plus besoin de se montrer au grand jour. Il est plus nécessaire de franchir les limites du contrôle de soi. Les soupçons à eux seuls. L'amorce d'un geste, un mot isolé. Voilà le mécanisme en marche. Déjà, la colère se libère. Comment ça que je me mette à ta place? Que tu vois ce que c'est que d'être moi, connard. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je m'habille comme une tapette? Que je me mette une chatte? Que tu deviennes une femme 3 minutes, putain. Tu vois comme c'est cool. Ok? Ok, si ça te chauffe, tu verras le délire et puis toi aussi tu vas devenir moi, comme ça tu verras comment c'est de voir ta tronche à la con. D'accord, d'accord. On va faire comme ça, putain. Je vais me laisser pousser les boules. Va te faire foutre, putain, tu me méprises, c'est qu'à plaisir, espèce de conne. Je vais te baiser, sale connard. Je vais te baiser, tu manques pas d'air, je vais te baiser. Vas-y, viens, poupée. Ce matin, elle et moi, subitement, nous avons échangé nos corps. Ça s'est produit au cours d'une dispute. On n'a pas compris. Ça s'est fait en quelques secondes. Comme deux individus en colère qui en viennent aux mains. Au moment où chacun s'apprêtait à recevoir un coup de l'autre. À l'instant précis où je levais le poing sur elle, tandis qu'elle me tombait dessus, la mâchoire serrée. Quelques millièmes de secondes avant que nos corps ne se heurtent. Comme si nous avions trébuché sur quelque chose et que nous nous étions subitement retrouvés dans les profondeurs de l'esprit de l'autre. Comme si nous étions tombés sur le corps qui nous faisait face. Et l'espace d'un instant, nous avons échangé notre colère. Toi alors, ça y est, c'est vrai? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'y crois pas, putain, tu m'as fait boire un truc ou quoi? Espèce de con! Mais t'es dingue! Tu me vois là? Qu'est-ce que tu vois? Allez, dis-le, qu'est-ce que tu vois? Ma voix sonnait un peu plus légère que d'habitude, tandis que mon corps était raidi d'une façon anormale, comme tiré par une corde invisible. Mais je m'exprimais tout à fait naturellement, rien de féminin dans ma façon de parler. J'ai respiré profondément quand j'ai senti au niveau du buste ses seins posés sur le soutien-gorge. Bizarrement, tout semblait en ordre. Nous avons été surpris, mais nous n'avions pas peur. Nous ne nous sommes pas demandé ce qui s'était passé, ni comment, ni ce que signifiait cette métamorphose. On aurait dit que tout était revenu à une situation absolument naturelle. Ah, sauf que je détestais cette humidité dans ma chatte entre les jambes. Ah! J'ai mal partout! Dis donc, comment tu fais pour vivre dans ce foutu corps là? Ce coup-là, j'ai pas su quoi répondre. D'ailleurs, je pouvais pas faire comme si elle savait pas de quoi elle parlait. Elle était à l'intérieur de mon corps. J'ai regardé mes poignets, enfin les siens. Ils avaient l'air fragiles comme les tiges d'une jeune pousse. Insensiblement, j'ai fait un pas en arrière. Son corps était agile et souple.
On aurait dit du caoutchouc. C'est drôle cette situation. Si t'avais pas mon corps à moi, là maintenant j'aurais envie de te tabasser. Ah ouais? Bah vas-y, te gêne pas. Vas-y, comme, je veux voir ça. Allez, tape un bon coup, direct en pleine gueule. T'as de la chance, connard, que j'ai pas envie de me détruire la gueule. Sinon tu verrais ce que tu es là. Viens là, mon chou, le prends pas mal. Tu veux faire un bébé? Baise-moi comme t'as envie. Arrête avec ça. Tu bandes alors que t'en as pas envie. Arrête avec ça, je te dis. Allez, tu les aimes les nichons, ce sont les tiens. Ça te plairait de jouir dessus. Range ça. La figure si tu veux, vas-y. Range-la, je te dis. Quoi? J'aime pas ça? Ça te plaît plus? Tiens, je vais te montrer ma chatte. Tu la vois ma chatte? Viens la toucher, viens. Laisse les mains tranquilles. Touche, je te dis, je le vois bien que tu bandes. Putain, maintenant que je suis dans ton corps, ça me crève les yeux. T'es vraiment volé par le bout de ta queue, putain. Mais parfaitement, ma salope. Et ta chatte? Tu crois qu'il y a rien qui coule de ta chatte? J'en ai plein d'eau de toi et de ta bite. J'en ai vraiment plein d'eau là. Viens, mon chou. Ça va se faire tout seul. Je vais t'ouvrir les cuisses, tu vas voir. Arrête, j'ai dit pas touche. Tu bandes, je te dis, et t'aimes ça. Je le savais, alors viens. Arrête. Tu croyais que je ne savais pas que ça t'excite? Maintenant, je le sais de l'intérieur. Vous êtes comme ça, vous les femmes. Allez, viens, je sais qu'on a envie. Dégage tes sales pattes de là. Viens, mon chou, je vais me le mettre. T'adores ça, je te dis. Toi, tu es toi, moi, je suis moi. T'en as envie? Putain, putain, je vais te buter. Comme ça, t'as malin. Et vas-y, colle. Je vais buter. Tu me fais mal. C'est toi qui te fais mal. T'as envie de moi, je le vois bien. Ça t'excite par tous les trous. Je vais buter, putain, je vais buter. Enlève mes mains. Ah ouais, c'est toi qui veux plus maintenant. Enlève mes mains, salope. T'aimes ça, oui ou non? Espèce de pédé, va. C'est toi, oui. Tu vas voir ce que c'est que ton soutien. Tu me fais mal, déjà. T'aimes ça quand t'as mal, hein? T'aimes ça? Toi, comme ça, mélange pas les trucs, ça te plaît. Arrête ça. Je vais te bousiller la gueule avec tes propres mains. Oui. Ta gueule. Tu fais tout. Je vais te déchirer. Je vais te niquer. Je vais te niquer. Je vais te niquer. Je ne sais que dire. Après, chaque corps a retrouvé son propriétaire. Plutôt non, c'est l'inverse. Chaque corps était là où il devait être. Ma plus grande peur était de ne pas savoir qui était le maître de quel corps. Un court instant, j'ai été pris de panique. J'ai demandé à mon être qui il était, et il m'a répondu, avec ma voix à moi. Le corps immobile, c'était elle. J'arrive pas à savoir s'il y a eu une véritable jouissance ou un viol, et par qui. Je ne sais que dire. Durant quelques minutes, durant le déversement de rage, nous avons échangé nos corps, vraiment. Je sentais mes mains sur son buste à elle, et elle me répondait avec ma bouche à moi. Je ne sais comment cela s'est produit. La colère a eu raison de nous. Un court instant, j'ai été pris de panique. Je ne savais qui voulait qui. Un court instant, je me suis dit que nous noyissions tous les deux. Je ne sais que dire. Il y a des moments où la colère vous emprisonne. On veut éviter qu'elle éclate. On essaye de trouver une issue. Mais il n'y a pas d'autre moyen pour échapper à la colère même. Mieux vaut alors que tout aille vite, en espérant que ça passera d'un coup, sans douleur. Sans que subsiste aucune trace de rage.
Ah ouais. Mais puisque vous êtes assis en face de moi et moi je regarde par la fenêtre. T'entends ce que je dis? Arrête tes conneries. Mais il faut que je regarde où? Vous êtes assis en face de moi. Mais qu'est-ce que tu me dis, pédé? Ah, tu fais de l'esprit, ce pédale là. Vas-y, lève-toi, dégage. Allez. Dégage, sale pédale qui me regarde. Allez. Fous le camp, sale pédale. Il est descendu à la station suivante. Personne n'a pris sa défense. Et quand il s'est levé, ça a été à qui occuperait sa place le premier. C'était l'après-midi. Les rues étaient noires de monde. Le soleil dardait ses feux sur les passants avec sa cruauté ordinaire. Mais l'homme a préféré finir son chemin à pied dans la rue plutôt que de se faire humilier ainsi plus longtemps. D'ailleurs, comment aurait-il pu réagir? La seule chose à faire était de s'en aller. Souvent, je me mets au coin de la rue et j'essaie de saisir à quoi ressemble la vie des gens en observant l'expression de leur visage, leur gestuelle, la nervosité de leur démarche. Je ne fais pas cela uniquement dans la ville où je vis. Partout où je voyage, j'essaie à chaque fois de me garder un matin ou une après-midi pour me poster quelque part dans la rue et observer les piétons. Cela répond au désir profond de distinguer toutes ces petites choses qui échappent au regard de celui qui parcourt la ville en se battant. Tous ces détails qu'on perçoit sur les inconnus, quand on ne sait rien de leur vie, quand on n'a aucune histoire à raconter à leur sujet. On ne voit devant soi rien d'autre que des gens qui passent fugitivement. Tout au plus, on saisit au vol des bribes de conversation. Alors ça, mais j'adore. Plus encore que d'observer les piétons sur les trottoirs. Quand par hasard, je repère quelqu'un qui parle fort dans son téléphone, je le suis. Je sais que, absorbé comme il est par sa conversation, il ne peut se rendre compte que je marche sur ses talons. Et qu'ainsi je m'approche à un souffle de lui. Je règle mon pas sur le sien. Nous ne formons plus qu'un. On dirait que nous Moi aussi je t'aime, mais... Juste à ce moment-là, nous avons été interrompus par une voiture qui est passée à toute vitesse au point. Elle a baissé le bras qui tenait l'appareil, et moi, insensiblement, j'ai reculé d'un pas. Jusque-là, j'avais quasiment le nez sur sa nuque, tellement je la suivais de près. J'ai craint qu'elle ne s'en aperçoive et qu'elle ne prenne peur que je la touche. 2 minutes plus tard, elle et moi ayons traversé la rue. Je me suis de nouveau approché d'elle. Excuse-moi, il y avait une voiture qui passait. Moi aussi, je t'aime. Mais je suis vraiment sous pression en ce moment. Je ne sais pas quoi dire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Oui, c'est exactement ça. Comment te dire? C'est comme si j'en étais arrivée à vivre une autre vie. Tout le monde y va sur l'exigence, tout le monde est aussi en colère et à cran. Mais oui, c'est pareil pour moi. Pas seulement au boulot, à la maison, partout. Mais oui, putain, j'aime pas ça. Je le sais bien que c'est dur pour toi aussi. Pas la peine de me le dire.
tu crois que je me bats pas? Merde, alors que rien. Tout ça sans un monde. Faudra bien que je trouve un moyen, ça peut plus durer. Oui, que tu m'aides, peut-être qu'ensemble on... Moi non plus, je veux pas. Pardon, je sais pas. Là-dessus, je l'ai perdu quelques minutes dans la foule. Des inconnus sont passés entre nous. Le fauteuil roulant du guet, un vendeur ambulant, des passants aux bras chargés d'emplettes, et un court instant, nous avons été éloignés l'un de l'autre. Je ne l'ai pas quitté des yeux. Elle, son bras levé vers son oreille gauche, son pantalon rouge, le balancement régulier de sa tête, et quand le moment s'est présenté, je suis de nouveau approché. Non, je veux dire, tu comprends bien, j'explose devant n'importe qui. Excuse-moi. J'ai l'impression de retrouver ni ma propre vie, ni ma propre personne. Merci. Parfois, j'ai l'impression que la terre entière est contre moi. Je suis vraiment sous pression en ce moment. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une vraie liberté? Personne qui a pas dit. Je parle pas d'argent, tu le sais bien qu'on puisse seulement. Oui, c'est exactement ça. On est d'accord parce que tu veux pas. Qu'est-ce que tu veux dire là? Ah non, me dis pas que je répète tout le temps la même chose, là, c'est fatigant là. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Eh non, pas du tout. À chaque fois que tu t'imagines que je veux te quitter. Eh ben non, tu as mal compris. Je suis pas en train de dire que t'es toujours collé à moi. Je sais. Surtout pas dans ton physique. Ah non, oui, bah, moi aussi je ressens ce que je ressens. Oui, parce que tu es seule à avoir des sentiments, c'est ça? Et je t'ai appelé pour te demander pardon. Ouais. Et c'était quoi en fait? Oui, mais pas pour que tu te mettes au pied du mur. Au fond, toi aussi, t'as ta part de responsabilité. Évidemment que oui. J'adorerais. Mais je vais quand même pas te faire ce petit plaisir. Pardon. Mais ouais. Écoute. Va te faire foutre! Va te faire foutre, putain! Va te faire foutre, moi! J'en ai plein d'autres, toi! Et bah ouais! Et bah toi aussi, va te faire voir ailleurs, putain! Va te faire foutre! Va te faire voir, je te dis! Elle a baissé le bras et son regard s'est figé sur l'écran du téléphone. Son interlocuteur ou interlocutrice s'était tue, peut-être qu'il avait raccroché. Elle est restée pétrifiée au milieu du trottoir, plongée dans la contemplation de l'appareil. Je me suis dit que l'instant d'après, elle allait le jeter violemment par terre et qu'il exploserait en mille morceaux, mais elle a mis simplement fin à l'appel d'un geste doux sur l'écran. Et lentement, elle laissait glisser son téléphone dans la poche gauche de son manteau. Elle a respiré profondément et son corps s'est détendu. Peut-être qu'insensiblement, elle avait recherché cette fureur car elle en avait besoin. J'ai cessé de la suivre. Ce n'était plus nécessaire. Non parce que le coup de fil avait pris fin, mais parce que ce que je pouvais apprendre de cette femme, je le savais désormais. Ou plutôt, cela me confortait dans ce que j'avais constaté en d'autres circonstances, que bien souvent, la colère crée un lien entre deux êtres. La colère produit la colère. Il y a besoin d'une colère en face pour être supportable. La colère dont on souffre le plus n'est pas celle que l'on subit, mais la sienne propre, que l'on dirige contre les autres sans pouvoir la maîtriser. Quand on est dans l'incapacité d'en affronter la cause, la seule solution alors est de faire en sorte que l'autre en face soit sujet à souffrir. Qu'il soit mis sur le même plan que soi, que les torts en reviennent à chacun tout autant. La langue ne fait rien à l'affaire. Ni les lieux, ni les noms, partout la fureur est la nuit. Nous vivons dans un territoire clos et soumis à une surveillance sévère sur un continent, pour ainsi dire, cerné de tous côtés par des barrières. Voilà pourquoi aujourd'hui nous finissons par être en colère en permanence. Mais nous vivons seuls les uns avec les autres. Nous n'avons personne à nos côtés. Notre colère s'y retourne inévitablement contre nous-mêmes. Nous enrageons les uns contre les autres, les uns avec les autres. Même quand nous ne disons rien, notre silence ressemble à une explosion de rage.